J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Magnifique, malgré cet été qui ne démarre pas, mais on va bien quand même. Le soleil est Génial. là. Effectivement, pour que on puisse introduire un peu le sujet des tendances, etc., des réseaux sociaux. Est-ce que avant tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, à quoi ressemble ton quotidien? Hmm. Alors, officiellement, je suis social media manager depuis bientôt 7 ans. Ouais, depuis 7 ans. Je me suis lancée en 2017. Donc, je fais un peu partie de la team des anciennes, faut dire ce qui est. Je suis arrivée presque en même temps que le métier. Et mon travail au quotidien, c'est de développer des stratégies pour les entreprises, des stratégies digitales, pour le côté vraiment en amont. Et ensuite, je gère aussi une partie opérationnelle avec de la création de contenu pour mes clients. Et au jour le jour, c'est beaucoup de conseils ouais, et de stratégies. Globalement, c'est ça. Et si tu devais te définir autrement qu'une entrepreneur, qu'est-ce qu'on devrait savoir de Fanny? On devrait savoir que je suis quelqu'un de très dynamique, avec beaucoup d'énergie. Je saute partout, je parle fort, j'ai des grands gestes. Je suis passionnée d'escalade et de montagne. Je vis à la montagne. Et je suis quelqu'un qui est très à l'écoute des autres, toujours là pour rendre un service disponible. Et c'est vrai que ça se transpose un peu aussi dans le pro. Mhm. Mais j'envoie du soleil dès que je peux à mes amis, à mes clients, à tout le monde. Solaire. On adore. J'aime bien cette définition. Du coup, tu es social media manager. Comment est-ce que au quotidien, le contenu t'attire? Enfin, moi, je le sais, je le connais, ce métier, mais du coup, comment est-ce que ça t'entoure? Comment est-ce que c'est du matin au soir que tu crées du contenu? Est-ce que tu es plus sur la stratégie le matin, la création l'après-midi? Quelle est la place réelle du contenu dans ta vie? En vrai, en toute honnêteté, c'est un peu les deadlines et les urgences qui guident mes emplois du temps. Mais si je devais découper, je suis à 70% sur de la création de contenu et le reste en stratégie. Donc, tu vois, aujourd'hui, typiquement, quand je regarde ma to-do, j'ai une dizaine de contenus à faire, autant du carrousel que du Reels que du montage. Donc on peut dire que même si le cœur de métier, c'est la stratégie parce que c'est la base de tout, j'aime bien suivre le truc jusqu'à la fin en allant jusqu'à la création de contenu, ce que j'appelle plus la partie opérationnelle. Et ça prend plus de la moitié de chacune de mes journées. Ouais. 10 contenus à créer, ça fait beaucoup Mhm. quand même. Et après, il y a vraiment la partie de la validation, etc. Donc, Ouais. il y a un certain processus qui peut durer un certain temps. Quelle est, toi, la promesse que tu transmets? Parce que beaucoup pensent que quand tu crées leur contenu, tu vas presque être le responsable de leur vente. Est-ce que Mm. c'est le cas? Quand je commence une nouvelle collaboration, j'essaye toujours de mettre les choses très au clair avec mes clients en leur faisant comprendre que je les aide à communiquer pour leur entreprise et que ça reste leur entreprise et que toutes les décisions qui sont prises leur appartiennent. Quand il y a des attentes qui sont pas certaines, par exemple, à hauteur d'une certaine compétence que je n'ai pas, je préfère, par exemple, leur dire. Si on me demande d'intégrer un élément dans un Reels fait par un graphiste, je vais bien évidemment leur expliquer que je ne suis pas graphiste, mais que je vais faire du mieux que je peux. Ce que je leur promets, c'est d'essayer de me rapprocher un maximum de leurs attentes, de ce qu'ils souhaitent et de la stratégie qui a été posée en amont. Et généralement, on s'en sort plutôt bien. Il y a toujours besoin de cette phase, bien évidemment, tu sais, d'ajustement où bah, il va y avoir, on va parler du Reels là principalement parce que je trouve que ça s'y prête le plus. Il va y avoir un premier jet, ce que j'appelle, on me fait confiance, on vient aussi me chercher pour ma patte aussi. Je sais m'adapter sur genre un cahier des charges préétabli, mais je sais aussi mettre ma patte quand on me le demande. Et après, il y a des allers-retours et ça se fait comme ça, quoi. Mais généralement, ça se passe plutôt bien. Mhm. Du coup, maintenant qu'on a introduit le sujet de la création de contenu et que vous avez bien compris que Fanny baigne dedans euh, Ouais. presque tout le temps, qu'est-ce que tu penses, toi, des tendances sur les réseaux? Est-ce que tu les intègres directement dans les stratégies que tu mets en place? C'est une très bonne question. Euh, je pense qu'il faut faire une dissociation de plein de choses. C'est-à-dire que déjà, je n'ai pas de niche en termes de clients. Je travaille avec tout type de clients
Et il y a des tendances quand même, je trouve, sur les réseaux sociaux qui vont plus s'adapter à des secteurs d'activité, des métiers, etc. J'ai des clients en tête pour qui le profil qu'ils ont sorte du cadre des tendances et on ne peut pas s'y adapter. Et parfois même, ça peut frustrer mes clients en me disant, OK, je sais que ça marche sur Internet, mais c'est pas à moi. Et moi, je ne vais pas être la personne qui va forcer ce type de client à vraiment fitter dans les tendances pour arriver à devenir, entre guillemets, quelqu'un sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'on peut arriver à aller chercher deux, trois petites choses qui font une tendance tout en restant fidèle à son identité, tu vois. Mhm. Et par exemple, quand on peut dire tendance, ça peut être sur du montage vidéo, ça peut être une manière de communiquer, ça peut être peut-être des petits effets qu'on va utiliser, un certain wording sur des carousels. Je trouve qu'il y a plein de petites touches qu'on peut rajouter à la stratégie du client sans forcément 100% tomber dans la tendance. Parce que les tendances, c'est cool, ça te donne un boost parfois de visibilité, mais je trouve que c'est pas ça qui fait tout sur la création de contenu, clairement pas. Mm. Surtout que ça fait souvent cet effet. J'aime bien parler du soufflet qui sort du four et qui retombe directement. Ouais, complètement. Si la tendance, elle est mal travaillée, alors oui, vous allez avoir un énorme boom de visibilité. Mais après, en fait, ça va être que de la visibilité parce que derrière, vous ne l'aurez pas contrôlé ni géré. Ouais. D'ailleurs, en ce moment, si ça peut vous aider, et si vous êtes friand de tendance, parce que je sais qu'il y a des gens qui vivent que pour la tendance, sachez que les analogies sont très à la mode. Tout ce qui va être comparé, les éléments que vous souhaitez mettre en avant dans votre business avec des films, des séries, des musiques, des artistes, c'est très à la mode. D'ailleurs, je pense que vous l'avez beaucoup vu avec Bridgerton, par exemple, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Et on voit aussi une autre chose que les gens adorent parler, les changements d'algorithme sur Oh YouTube. là là. Voilà, il y a des reels, il y a des carousels, il y a de tout. Il y a de tout. Moi-même, je l'ai déjà fait au sein de la But Academy parce que c'est tellement une question qui revient que Mm, mm. voilà, on s'adapte aussi à la cible et à l'audience que l'on a. Mais faut-il réellement connaître l'algorithme? Puisque toi, ça fait quand même 7 ans que tu fais ça, 7 ans où l'algorithme a beaucoup changé, Oh même oui. juste la plateforme en Mm, elle-même, mm. juste l'entreprise en elle-même. Donc, est-ce qu'il faut réellement connaître l'algorithme pour avoir du succès sur les réseaux et avoir un contenu qui performe correctement? Non, désolée. Mais pour moi, en fait, avoir une bonne stratégie digitale, c'est beaucoup, beaucoup de bon sens. Et je crois qu'en disant ça, il y en a plein qui ne seront pas d'accord. Mais en fait, tu peux connaître un algorithme par cœur et pas arriver à trouver ta place sur les réseaux sociaux. C'est pas l'algorithme en fait qui va tout régir, tout simplement. C'est le bon message au bon moment, à la bonne cible, développer la bonne audience. Et c'est tout, en fait. Mm. On a beau te dire, il faut que tu publies 3 reels par semaine, plus 2 carousels. T'as beau faire ça, si ton message il passe à côté, ou s'il n'est pas bon, ou s'il n'est pas impactant, bah, ça ne marchera pas, en fait. Et je trouve que on met peut-être parfois trop ça en avant. C'est bien de comprendre comment ça fonctionne parce que Mhm. pour moi, c'est du bon sens. Tu vois, à un moment donné, tu postes plus sur tes réseaux sociaux, bien évidemment que c'est comme tu perds en ranking, tu vois, tu pèses dans certains trucs de visibilité. C'est de la logique implacable. Tu as de la régularité, tu es récompensé quelque part par l'algorithme. Mais je pense surtout que être à l'écoute de son audience, comme tu dis, et savoir communiquer le bon message, c'est presque plus important que maîtriser l'algorithme qui change tous les 4 matins. Et puis je pense même que ceux qui disent que l'algorithme a changé ne le maîtrisent pas 100% parce qu'on n'a pas de vraie réponse au final de comment ça fonctionne exactement dans les détails. C'est des Complètement. robots, hein. Ouais, exactement. C'est des robots et c'est des algorithmes qui font que ils vont essayer de reproduire le comportement humain, mais ils le reproduiront jamais à 1000%. Et c'est vrai que c'est parfois un peu frustrant Ouais, de se dire que on va limiter la stratégie de contenu uniquement à se dire, bah, il faut publier un reel tous les jours pendant 30 jours et vous verrez les résultats. ouais. Alors oui, certes, ça peut fonctionner et ça va fonctionner. Mais ça, c'est juste l'opérationnel, comme tu le disais très bien. Il y a une partie opérationnelle où on crée le contenu et il y a la partie avant stratégique où l'opérationnel vient soutenir la stratégie. Mm, mm, Si on passait directement à l'opérationnel en créant, je sais pas, un Reels par jour pendant 30 jours, alors oui, certes, j'espère pour vous que vous verrez un petit peu de visibilité augmenter, mais ça sera que de la visibilité et rien d'autre, puisque mm. le support stratégique sera inexistant. Et justement, sur cet aspect plus stratégique, du coup,
Quelles seraient, toi, tes recommandations pour avoir une bonne stratégie de contenu? Je ne dis pas une stratégie d'Instagram, parce que pour moi, une stratégie de contenu dans sa globalité peut fonctionner dans à peu près tous Ouais, ouais, les... c'est 360. Ouais. En fait, c'est là, je trouve, où on sort presque du cadre digital et on passe sur le côté entrepreneurial. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de clients qui sont étonnés au démarrage que je leur pose des questions sur leur vision long terme sur l'entreprise, où c'est qu'ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils veulent vendre, comment ils veulent le vendre. Et là, on passe sur du marketing pur et dur, en fait, tout simplement. Et pour moi, avoir une bonne stratégie, c'est de savoir exactement où est-ce que tu veux aller, comment tu veux y aller, quels sont tes objectifs, en fait, long terme et ouais, la vision que tu veux avoir. Vraiment, pour moi, ça, c'est la base des bases. Et le problème aujourd'hui, je trouve, qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est que, par exemple, on vient faire appel à moi pour faire de la stratégie ou même de l'opérationnel, mais il n'y a aucune base entrepreneuriale ni marketing qui a été posée avant. Donc, Mm. en fait, on te demande de communiquer sur quelque chose qui est absolument pas stable et qui ne peut pas être viable, que ce soit même, tu vois, pour de la rédaction web, sur un blog, que ce soit sur les réseaux sociaux, newsletters, etc. Et si t'as pas ce truc, ce socle solide au démarrage, bah, comme je dis souvent, si tu n'es pas cohérent, bah, ton audience, elle ne pourra pas comprendre ce que tu fais. Et ce que je vois aussi souvent, c'est ces comptes, comme tu dis aussi, qui suivent beaucoup de tendances. Et en fait, il y a zéro cohérence parce qu'il y a un jour ou une semaine ou un mois, ils communiquent d'une certaine manière, et puis après d'une autre, et puis après d'une autre. Et ils s'étonnent de ne pas avoir de résultats. Mais en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on est vraiment sur un marathon. Genre, il faut y aller tranquille, pas s'essouffler, être tout le temps tête froide et, euh, et durer, en fait, parce qu'il y a trop de gens qui explosent en plein vol aussi sur la strate de contenu global. Complètement, parce que c'est tellement... En fait, j'aime bien dire que les gens aiment penser que la création de contenu, c'est facile parce que ça se limite qu'à deux outils, Mm. Instagram qui est gratuit, Canva qui est gratuit. Et Ouais, du coup, les gens se disent, en fait, je suis constamment en train de consommer le contenu des gens. Il suffit juste que j'aille un peu regarder ce qui fonctionne à droite, à gauche, et je vais le reproduire, et ça va marcher. Sauf que passer une semaine, deux semaines, un mois, tu n'as pas de résultat, c'est tellement frustrant que tu abandonnes. Et on ouais, est constamment, tu vois, dans ce cycle de abandon, j'ai envie de reprendre parce que ouais, j'ai pas de clients. Et moi, j'aime bien appeler vraiment c'est un cercle vicieux où, à partir du moment où tu ne prends pas ta place grâce au contenu, bah, les autres complètement. vont la prendre à ta place, quoi. Et j'aime bien ce que tu dis parce que moi, je l'ai beaucoup ressenti avec les mèmes, les reels mèmes Mm, mm. qui cartonnent, voilà, faut le dire, appelons un chat un Ouais. chat. Moi, ceux de la But First Academy, ils font des millions de vues. Mais, et j'aime bien toujours mettre un mais, les gars, je ne limite pas ma stratégie à ça. Heureusement, c'est Complètement, clair. sinon, tu vois, je serais un compte de même. Et Ouais. puis, trop cool, tu vois, j'aurais des millions, voire ouais, des centaines de milliers d'abonnés, parce que on en a tous les jours. Puis voilà, tu vois. Et Mm, puis on se mm, dit, mm. bah cool, j'ai un Instagram qui fait des vues. Alors, j'en ai rien à faire des vues, les gars. Moi, la Mm, visibilité, elle est cool. Parce que oui, il faut attirer des nouvelles personnes. Mais derrière, si je n'ai pas une autre stratégie, d'autres reels, de mm. carrousel, de story, tout ne peut pas fonctionner et tout ne serait pas complémentaire. Quelle est, toi, la tendance que tu as pu voir dernièrement, où tu te dis réellement, ça part un peu loin, genre je comprends pas la vibe, je comprends pas le truc. Il y a vraiment ou même pire, une tendance où tu t'es dit, pourquoi est-ce que tout le monde l'a fait? Euh, je dois avouer que cette réflexion-là, je l'ai plus sur TikTok, où Ok. vraiment je me sens comme un dinosaure, où je me dis, mais waouh, je suis tellement loin de tout ça. Mais en même temps, ça fait partie de ma veille parce que faut en parler aussi. Quand on crée du contenu, quelque part, tu as un peu l'obligation de faire de la veille pour rester, même Ouais. si c'est au-delà des tendances, il y a quand même des codes, c'est comme un marché que tu étudies. Mais moi, après, ça, c'est très personnel. Tout ce qui est de la danse chorégraphiée en Reels, je peux pas. Vraiment, quand, quand c'est introduit dans un Reels ou même en story, par exemple, sur les réseaux, et que tu te dis, mais pourquoi la personne a fait ça et tu sens une petite gênance et toujours ce truc d'incohérence. T'as jamais vu cette personne danser et d'un coup, Ouais. c'est ça, je peux pas. Vraiment, tout ce qui est choré, c'est personnel après, hein. Si vous voulez danser et que ça vous fait kiffer et que c'est dans votre ADN d'entreprise, nos soucis. Mais moi, ça, je peux pas. Ah, moi non plus. C'est vrai que j'ai beaucoup. Mais après, je pense que c'est parce que nous aussi, on va avoir du mal à le faire et du coup, on a du mal à voir les autres Ouais, le faire.
Tu vois, parce que ça ferait pas Complètement. forcément partie de notre personnalité, quand bien même, voilà, c'est pas pour autant qu'on est, enfin, que toi, tu es super timide, tu es quand même assez solaire, un peu extraverti, etc. Et pour autant, ça ne colle pas à ta vie. Ouais. Moi, je dirais qu'une des tendances que je peux pas blairer, c'est la tendance qu'on va voir partout, très clairement. Moi, la Barbie, j'en pouvais plus, vraiment, littéralement. Ah oui, oui, Et oui. tu sais que ça m'a tellement truqué que je me suis même dit, je n'irai pas voir le film. J'en ai Bah, mis. pareil, je l'ai pas vu. Ouais, voilà, tu vois, en fait, bon, moi, j'y suis allée le voir pour le principe de me dire, il faut quand même que je sache de quoi la société va parler pendant 2 mois. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal parce que je trouvais que tout le monde disait tellement tout le temps la même chose que Ouais, du coup, on se démarquait pas. Enfin, il y avait personne qui se démarquait. Et c'est un peu, tu vois, là, dans une foule où tout le monde est habillé en blanc, ben, tout le monde est habillé en blanc. Tu vois personne. ouais, je Il y a suis d'accord. personne qui se distingue et je trouve ça super dommage. Parce que Ouais. c'est justement quand et après, encore une fois, ce n'est que ma vision et que ce que moi j'applique à moi-même. Mais c'est quand je vois tout le monde faire tout le temps la même chose que je me dis, j'ai tellement envie de faire différent. Et j'ai Oh, mais tellement... tellement. Tu vois, parce que en fait, j'en peux plus. Et je me mets moi aussi à la place du consommateur et de l'utilisateur. Si Mm, on mm. est toujours avec la même vidéo, tous avec le même style, tous à dire la même chose, c'est pas marrant à la fin. Enfin, Mais ça, c'est parce que je pense qu'on est comme ça. Parce que, pareil, j'ai un très fort esprit de contradiction. On me dit, va à droite, je vais à gauche, tu vois. Ça fait partie de moi. Mais en même temps, je pense que c'est aussi une force de se dire, bon, ok, là, tout le monde fait des tendances sur Barbie. Nous, ça pourrait être dans notre ADN, par exemple, pour un client, mais on va décider de ne pas la prendre et on va faire autre chose, prendre le contre-pied. Je trouve ça aussi intéressant. Mais si on prend un peu de recul sur cette vague Barbie, en termes de marketing, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Tu te complètement. dis, mais waouh, c'est fou, la sortie d'un film. J'avais vu des chiffres passer sur les milliards qui avaient été investis sur le budget com, ça a été rentabilisé dès la première, je crois dès le premier jour de sortie. Enfin, c'est juste fou, quoi. Tu sais que moi, j'appellerais même plus ça juste du marketing de contenu. Moi, j'appellerais ça du marketing d'anticipation. Ouais, complètement. Parce Ah oui, qu'ils ont oui, le truc, été oui. hyper forts pour chauffer l'audience, parce Ah que, oui. bon, ça n'engage que moi et ce n'est que mon avis. Le film, voilà, j'ai envie de dire, moi, je n'irai pas le voir une deuxième fois, quoi. Enfin, j'y suis allée, mais pour y aller, ça ne fait pas partie de mes films préférés. Je n'ai pas trop compris le pourquoi du comment. Alors oui, il y avait beaucoup de messages sous-jacents, mais j'y suis déjà allée un peu saoulée, donc je n'étais pas forcément dans Ouais, ouais. bonne énergie. Mais ils ont créé tellement cet engouement de on Ouais, attend, on attend, on attend, on attend qu'au moment où la sortie se fait, en fait, il y a forcément ce raz-de-marée. Et oui, c'est exactement ce que vous pouvez aussi reproduire de votre côté, au-delà même juste des tendances de dire on va gagner en visibilité, de se dire à partir de maintenant, je vais teaser ce qui va se passer. Et si complètement. vous analysez ce qu'ils ont fait, ils l'ont pas fait une semaine avant, ils l'ont fait Non, non, six non. mois avant. Ouais. Et tout le temps, tu vois. Donc à un moment donné, il faut aussi être tout le temps là, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Et surtout que ce qui était hyper intéressant avec Barbie, c'est que c'était pas que sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a eu des collections capsules avec des marques de vêtements. Il y a eu tout, en fait. Ils ont inondé le marché des mois avant et tu te dis, waouh! Et c'est ce que tu dis, c'était vraiment dans l'anticipation. Et tu soulèves un de mes sujets favoris, qui est le teasing. J'adore créer du contenu de teasing et vraiment, depuis que j'ai mis en place certaines stratégies de teasing pour des lancements avec des clients, je vois vraiment une différence, mais incroyable partout. C'est fou. Et quelles seraient du coup les bonnes actions? Est-ce que, bon, je ne dis pas aux gens de commencer 6 mois avant le lancement, mais quelle est la bonne durabilité et les meilleures approches par rapport à ce que tu as pu tester? Honnêtement, ça va quand même dépendre du business model avec lequel on travaille et comment l'audience va être habituée. Par exemple, là, j'ai une cliente en tête. Je sais que l'audience est hyper réactive pour des lancements. On se met 3 semaines à l'avance sur un teasing et on fait quelque chose de vraiment progressif. On part de très loin et tu sais, le fameux entonnoir jusqu'à un reveal global. Mais pour d'autres projets, si c'est quand même quelque chose d'important, je vais parfois délayer un teasing sur un mois, tu vois. Je trouve que c'est pas mal, toujours dans l'idée d'y être assez progressif, parce qu'en fait, ce que je dis très souvent à mes clients, c'est que bah, l'audience, elle peut passer à côté d'un Reels important, elle peut passer à côté d'une story, on a tous nos quotidiens, tous nos vies, et on voit pas tout le temps ce que la personne fait. Donc, il faut pas hésiter
à y aller, quoi. À être pas redondant, mais tu vois, réitérer l'information, la traiter d'une autre manière que tu l'as fait la semaine d'avant, et vraiment, il faut que ça rentre dans les esprits. Si vraiment il y a un objectif derrière qui peut être financier, qui peut être, oui, de vente, pourquoi pas mettre le paquet, tu vois. Je suis complètement d'accord. Parce que c'est vrai que moi, j'ai déjà vu, hein, j'ai déjà fait des actions pendant une semaine, 2 semaines, j'en parlais tous les jours, et les gens arrivaient quand même à me dire, ah, mais j'ai pas vu. Incroyable, mais oui. Parce que les gens ont tellement de contenu face à eux, ils ont Mm, tellement mm. l'habitude de faire certaines choses sur les réseaux. Et parfois, il y a même des personnes qui se connectent et qui sont déconnectées. C'est-à-dire Oui. que tu vas, tu scrolles, mais tu ne vois pas du tout ce qui se passe. Donc Ouais. c'est vrai que j'aime bien cette idée de répétition et de faire en sorte que le message passe d'une manière ou d'une autre. Parfois, vous pouvez Oui. faire un Reels, demain, vous allez pouvoir faire une story, après-demain, un carrousel. Tu vois, c'est ce que tu disais très bien, ne pas toujours faire la même chose. Et je sais qu'il y a une notion qui est très importante de ton côté, la notion de méritocratie. C'est une de tes valeurs vraiment phares. Du coup, j'avais envie de parler d'une dernière tendance avec toi, qui est les résultats à 10 000 € en 7 jours. Qu'est-ce que tu en penses? Je déteste. C'est marrant parce que pour moi, le travail, c'est hyper important. Ce que tu récoltes de ton travail, c'est hyper important quand tu te construis tout seul, etc. Mais après, je pense que ça dépend des vibes des gens. Moi, je ne serai jamais à exposer mon chiffre d'affaires en story pour dire, regardez, je me suis construite toute seule, j'ai fait ça. C'est absolument pas mon délire et je trouve que c'est méga culpabilisant. Et Mm, même nous, ça nous culpabilise nous-mêmes parce que pour parler avec beaucoup d'entrepreneurs dans mon secteur, ou même dans le secteur digital, on va agrandir, on se retrouve face à une pression sociale sur ce sujet-là et en fait, on croit que c'est la normalité. mm, On voit le fameux salaire 10K, 10K par mois partout. Sauf que quand on regarde les chiffres, salaire, on va parler micro-entrepreneur ou même un chiffre d'affaires annuel micro-entrepreneur, je crois que la moyenne, c'est entre 10 et 20K année. Et tu te dis, il y a un problème là, parce que moi, je suis dans une bulle où je ne vois que du 10K par mois, et tu te dis, non. Donc moi, c'est pas du tout mon délire d'exposer ce genre d'informations. Je préfère le diffuser d'une complète autre manière, avec d'autres valeurs, de la pédagogie, de l'encouragement, plutôt que poser un chiffre là comme ça qui est sorti de son contexte en plus, parce que beaucoup de gens confondent chiffre d'affaires, bénéfices et ce genre de choses. D'accord. Mais c'est vrai que moi, c'est pas du tout un truc. Et puis je pense qu'il y a une partie humaine aussi. J'ai pas besoin de ça pour me nourrir en fait. J'ai pas besoin d'avoir le retour des gens sur si un jour même je fais ces 10K sur un mois, euh, j'ai besoin de prouver à personne, en fait, tu vois. Je peux être que d'accord avec toi parce que moi non plus, je j'expose pas. Euh, Non. on me l'a déjà demandé et c'est pas pour autant que je vais le faire et je le ferai pas. Parce Mm, que mm. moi, aujourd'hui, je peux vous annoncer un chiffre, mais vous, du coup, vous allez garder que le chiffre, C'est alors ça. que derrière, il y a eu 7 ans de travail. Mm, Donc mm, oui, mm. certes, aujourd'hui, il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes et tant mieux, sinon j'aurais déjà arrêté depuis longtemps. Mais par contre, il faut pas oublier le travail qu'il y a derrière. Et c'est vrai que quand les gens vous annoncent les chiffres, alors déjà de un, à prendre avec des pincettes parce que tous les chiffres sur Internet ne sont pas réels. Mm, Encore mm. une fois, Instagram n'est pas la vraie vie. Et C'est de clair. deux, euh, si je peux vraiment vous transmettre un message, c'est de vous dire, si je vois un message et quand bien même il est vrai, quand bien même voilà, on n'a pas envie de chercher la véracité de l'information, partez du principe combien de temps la personne elle a travaillé, qu'est-ce que la personne elle a mis en place, est-ce que la personne elle est toute seule ou elle a une équipe? Parce que Ouais, t'en parlais très bien, hein, mais le fait de se comparer aussi, c'est très compliqué quand on crée du contenu. On a toujours terrible. l'impression que l'autre réussit mieux, que l'autre fait mieux. Euh, et d'ailleurs, me vient une question, parce que c'est vrai que dernièrement, depuis, allez, je dirais 2 ans sur les réseaux, on voit beaucoup de personnes partager leur vie, à quel point elle a été difficile, à quel point ça a été tellement, tellement, tellement compliqué. Ils étaient au fond du seau, ils ont vécu des trucs horribles. Et attention, je ne remets pas en question ce que les gens ont vécu, pas du tout. Mais j'ai l'impression que du coup, et je fais un peu partie de cette case-là, donc j'aimerais bien avoir ton avis sur la question, que quand on n'a pas vécu des trucs atroces, qu'on n'a pas été au fond du seau, c'est très compliqué pour nous de communiquer. Je suis pas d'accord du tout.
Ok. Non, parce que je trouve qu'il n'y a pas forcément de lien entre être bon dans ce que tu peux proposer par rapport à ton histoire. Alors peut-être que si tu as vécu des choses très difficiles, ça va te motiver, ça va te donner un feu peut-être pour te battre sur un côté résilience, etc. Mais je pense que une personne, on va dire lambda, où sa vie, tout va très bien, situation parfaite et tout, je vois pas pourquoi cette personne devrait se dévaloriser dans ce qu'il a à apporter alors qu'il n'a pas vécu un drame, tu vois. C'est beaucoup de storytelling, en fait, tout ça, ces gens qui exposent après. C'est délicat, ces sujets, hein. C'est délicat, c'est délicat. Et Ouais. c'est vrai qu'on. Et tu vois, l'autre jour, enfin, l'autre jour, il y a à peu près 6 8 mois, j'en avais fait une story parce que je voyais des pubs partout de coachs et de personnes qui se plaignaient, qui avaient commencé de zéro, voire même de -10 000 et qui avaient atteint tel chiffre, etc. Et je me suis retrouvée une fois, 2 fois, 10 fois face à ce genre de vidéos, ce genre de discours. Et je me suis moi-même dit, mais en fait, moi, j'ai pas ce genre d'histoire à raconter, mais encore une fois, je suis contente de pas avoir à les raconter, tu vois. Ouais, 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 tout Et à fait. je pars du principe que aujourd'hui, et c'est vraiment le travail que je fais aussi avec mon contenu, je suis en mesure de te créer une story avec un verre d'eau et de te Mm, mm. montrer qu'on peut faire une analogie avec un verre d'eau. Parce que j'ai pas envie qu'on se dise juste, en fait, moi, j'ai grandi avec rien, j'ai vécu toutes les pires misères de la vie et j'en suis désolée pour ces personnes, mais ça ne dévalorise pas qui vous êtes vous si vous n'avez pas Complètement. vécu autant de difficultés, tu vois. C'est pour ça que c'était important pour moi d'avoir ton retour sur la question parce que je sais que beaucoup de personnes parfois peuvent manquer de légitimité. Ouais. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux gens qui ont peur de créer du contenu ou du moins qui sont lassés de créer du contenu? Mm. Alors, je suis un peu mitigée sur le sujet, mais je pense, si on n'a pas le choix, ok, mais je pense qu'on n'est pas les meilleures personnes pour communiquer sur nous-mêmes. Mm, Je le vois avec mes clients, quand je crée pour les autres, mais j'ai les idées qui me viennent en un éclair, j'ai de la créativité. Quand il s'agit de moi, c'est une toute autre chanson, tu vois. Je pense que on est meilleur pour les autres plutôt que pour soi. Mais ça c'est mon avis personnel parce que je trouve que quand on a un regard sur soi, on est beaucoup plus critique, mm, on se juge, etc. Donc, si possibilité il y a de déléguer cette partie avec quelqu'un qui saura voir vos valeurs, vos forces, tout ce que vous avez à offrir, franchement, go. C'est un investissement mais ça paye si vous trouvez vous tombez sur la bonne pépite, hein. mm, Mais vraiment, ça, je le recommande parce que vraiment, vraiment, c'est compliqué de communiquer sur soi. Si vous n'avez pas le choix et que vous devez communiquer avec vos propres moyens, mais que vous ne savez pas quoi faire, que vous vous dévalorisez, etc., moi, je pense qu'on a tous quelque chose à offrir. On a tous quelque chose à prouver. Et ben, le plus beau exemple, c'est que tu vois, ça fait 7 ans que je suis là. Social media management ou community management, on s'en fout. Le nombre de nanas sur le marché qu'il y a aujourd'hui qui font la même chose, c'est assez fou. En termes de concurrence, je veux dire, on n'est pas trop mal. Et c'est surtout qu'on est sur une concurrence digitale, on n'est même pas sur du local. Donc, c'est-à-dire que notre concurrence, elle est presque internationale. Qu'est-ce qui va faire que moi, je vais me démarquer des autres. J'ai pas pareil, j'ai pas envie de jouer sur du chiffre d'affaires, sur une preuve sociale énorme. J'ai pas envie de jouer sur mes problèmes. C'est juste, je pense que les gens ont tendance à oublier qu'il y a des humains derrière un métier. Et pour moi, la plus belle des choses à mettre en valeur dans les contenus, c'est ce que humainement vous allez apporter en plus de la prestation de service que vous allez faire. Et c'est vraiment ça qui va faire la diff. Donc, si un jour il y a une petite panne de motivation ou quoi, euh, peut-être se recentrer sur soi et se dire, OK, qu'est-ce que j'ai à offrir? Comment je peux me décrire? Comment je peux proposer ce service que je propose depuis X années, X mois, mais avec ma petite patte, ma valeur ajoutée. Je crois que c'est ça. Et c'est pour ça que c'est dur de le faire pour soi, parce qu'on a du mal, je trouve, à s'auto-analyser parfois. Mais ouais, c'est se dire, de toute façon, quand on fait une publication, c'est pas, je veux dire, on joue pas notre vie, quoi. mm. Et puis c'est OK d'avoir cette phase d'apprentissage. Moi, les publications, même pour mes clients que je faisais il y a 3 ans, il y a 2 ans et aujourd'hui, c'est absolument pas les mêmes. On grandit. Donc en fait, c'est rentrer dans un truc de se dire, allez, j'y vais, demain ça sera encore meilleur, et puis demain ça sera encore meilleur, et puis lâcher prise en fait, tu vois.
Complètement. Et en plus, On en c'est parlait des complètement... heures. Et c'est complètement en lien aussi avec du coup tout ce qu'on a évoqué depuis le début par rapport aux tendances de se différencier, de se démarquer, de trouver sa patte, chose qui n'arrivera pas si vous allez surfer que sur les tendances. Ouais, On ne vous dit pas de ne pas les utiliser, mais on vous dit peut-être de les utiliser intelligemment ou ouais, avec parcimonie en fonction de votre secteur d'activité et aussi de la niche, comme tu parlais, tu l'évoquais très bien au début, tout ne va pas être adapté à votre contenu et à votre approche. Si justement on a envie de déléguer cette partie, qu'on a envie d'être accompagné, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut faire pour travailler avec toi? Quel est ton processus? Est-ce qu'on peut tout te déléguer? Est-ce qu'on te délègue qu'une seule partie? Comment on mm. s'organise? Alors, ça a beaucoup évolué sur ces dernières années. J'avoue que plus le temps passe, plus j'ai envie de rester dans ce qui me fait le plus kiffer. Je pense que c'est mieux pour moi et pour mes clients. Mhm. Quand j'ai commencé, je faisais community management pur et dur, c'est-à-dire bah, au tout démarrage, pas de stratégie, que de jolis posts, je me déplaçais chez mes clients, photos, etc. Tout ça, j'ai abandonné. Ce que je propose aujourd'hui, ça peut être de la stratégie digitale one shot, c'est-à-dire soit tu as un projet de lancement ou soit tu as besoin de recentrer un petit peu ce que tu veux faire, tu me contactes, on a plusieurs rendez-vous, je te pose plein de questions et je te crée une stratégie digitale, on va dire, pour un an. Parce que bien évidemment, je peux faire une base, mais une stratégie, ça évolue avec le marché, avec plein de choses. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que de la création de contenu pur et dur. C'est-à-dire que tu as ta strat, ou tu peux mettre la strat dessus, et tu as besoin de quelqu'un derrière en push qui va te faire tous tes contenus. Ça, je le propose. J'avoue que c'est une des parties qui me fait le plus kiffer, bien évidemment. Je le fais avec plusieurs clientes, c'est-à-dire que elles font tout ce qui est pilotage de leur entreprise, de leur stratégie. Je suis toujours une phase de conseil parce qu'on ne se change pas. Et par contre, au quotidien, c'est pour ça que j'avais beaucoup de contenu à faire aujourd'hui, c'est que du contenu pur et dur. Et le dernier, c'est le full package, stratégie, création de contenu et opérationnel avec du social media management. Mais ça, je dois avouer que je suis très, 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 très picky, si on peut dire ça comme ça. Je travaille plus avec certains types de clients. Tout ce qui est démarrage de zéro, etc., c'est plus quelque chose forcément avec lequel je vais travailler. Ou alors, il faut que je sente que mon client a envie d'aller loin et envie de bosser Mm. parce que j'ai trop dit oui. Je pense que ça aussi, c'est un gros problème quand on démarre en entreprise. On dit trop oui à trop de clients et on se fait un peu avoir. Et moi, aujourd'hui, j'assume ne vouloir travailler que avec des gens qui en veulent, en fait, tu vois. Et je ne veux plus être le moteur de leur entreprise au travers de la création de contenu parce que ça n'a pas de sens. Complètement. Donc, voilà. Création de contenu, social media global et strat. J'adore. Bah, je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast. Si vous voulez aller discuter avec Fanny, si vous voulez aller lui poser des questions aussi sur votre cas, sur votre entreprise, sur votre création de contenu, vous n'hésitez pas. Elle sera ravie de Ah pouvoir oui, vous répondre. Un grand merci à toi en tout cas Fanny merci. pour ton honnêteté et ta transparence. C'était un énorme plaisir de t'accueillir dans la But First Academy. Et moi je te dis à très bientôt. Merci.